On va parler de l'épisodique content marketing. C'est nous, notre travail finalement chez Assonance, c'est d'être super content, de vous rendre super content d'avoir du super content. J'espère que vous adorez autant ce jeu de mots que nous, mais en tout cas, c'est vraiment notre philosophie. L'épisodique content marketing, c'est une stratégie, c'est un point de vue qui nous permet de produire des contenus, non pas pour aller chercher une audience, c'est de rendre l'audience en haleine. L'idée, c'est de se faire désirer et de créer l'attente. Parce que quand vous regardez une série télé, vous savez normalement, vous savez à peu près quand les épisodes sortent. Et l'épisodique content marketing porte bien son nom parce que ça fonctionne en épisode, comme ça, en série. Même sur les plateformes de streaming, c'est un système qui continue d'être mis en place et de fonctionner. C'est la raison pour laquelle des plateformes de type Netflix ou ce genre de grosses plateformes continuent de mettre en ligne des épisodes progressivement, alors qu'ils pourraient tout mettre en ligne sur une saison. Mais pourtant, c'est le fait d'avoir des choses progressives et en série et sur des temps donnés qui crée l'attente et qui donc crée l'intérêt. Je voulais attirer votre attention sur un aspect qui vient régulièrement dans le monde du content marketing depuis quelques années, c'est cet aspect cacophonie de contenu. Donc là, je vous montre juste c'est l'outil Content Explorer qu'on a dans Ahrefs que je trouve très intéressant. Vous pouvez mettre un mot-clé et ça ne vous donne pas des tendances de recherche comme ce que donnerait Google Trends, mais des tendances de publication. Ça vous donne finalement une idée de qui parle de quoi à tel moment, selon, vous pouvez faire des croisements, etc., ce type d'analyse. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenus qui sont produits sur Internet, sur le web en général, quel que soit le média, que ce soit sur des sites Internet, disons, classiques, avec des pages à lire, des vidéos, des contenus faits pour le mobile, sans parler des réseaux sociaux. C'est vraiment énormément de contenus qui sont créés. Et finalement, dans tout ça, comment faire sa place? Comment faire en sorte que votre audience, que les gens que vous ciblez, que ce soit des prospects ou des clients à fidéliser, soient attentifs et vous attendent, soient en attente de votre contenu parce qu'ils vous aiment, quoi. Et dans tout ça, il y a l'idée du suspense. Quand on fait de l'épisodique content marketing, quand on fait du contenu en série, il y a toujours un peu cette notion de suspense à la fin d'un contenu, parce que il faut toujours donner en attente de la suite. La différence avec une stratégie de content marketing classique, une stratégie de contenu classique, où on dirait je fournis un contenu, la personne elle doit être satisfaite de ce contenu, et envoyer vers une action précise, comme faire remplir un formulaire, passer un coup de téléphone pour demander des renseignements, mettre un produit dans un panier. Là, la différence, c'est que non seulement il doit pouvoir à un moment donné convertir, aller vers l'action que vous avez programmée pour lui, mais il doit aussi attendre le prochain contenu. Il doit se dire « Ah ouais, j'ai envie de voir la suite ». On va voir quelques fondamentaux du content marketing. Déjà, c'est le fait de concevoir un contenu. Donc là, pas de secret. Quel contenu voulons-nous faire? Est-ce que ça doit être des vidéos? Est-ce que ça doit être des textes? On choisit sa thématique et on crée les contenus en série, et on les décline sur de multiples supports, de multiples canaux. Il faut vraiment assumer ça, de dire que l'épisodique content marketing, c'est on crée un écosystème de contenu, on crée un univers autour de son activité, de sa marque. Ça se rapproche beaucoup de la logique du brand content, qui est de créer du contenu de marque. Là, la différence, c'est qu'on va faire les choses en série. C'est d'autant plus complexe quand on n'a pas une activité qu'on appelle d'infoprenariat, qu'on n'est pas un éditeur de contenu. Finalement, faire de l'épisodique content marketing, quand notre métier, c'est déjà de faire du contenu, par exemple, si on est un magazine, si on est un média, c'est pas un secret, c'est limite c'est la base. Alors que quand on est une activité qui vend un service, un produit,
donc on a une logique marchande, il y a tout à créer, il y a tout à penser. Et bien sûr, l'essentiel, c'est de toujours mesurer et de recommencer. Et là, on va parler plus tard de ce point, parce que ça va aussi impliquer le fait d'être très réactif, le plus réactif possible. Un point très important dans l'épisodic content marketing, donc vous avez des épisodes. Ici, j'ai un exemple où vous avez à gauche des podcasts de Palais d'été et à droite, un exemple assez ancien de calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, on peut considérer que c'est l'épisodique content marketing si chaque jour est un épisode, finalement. Mais ce qui est important, c'est qu'on crée ici du contenu qui est fait pour son audience. On crée un contenu, ce n'est pas un contenu que vous produisez pour vos collègues, ce n'est pas un contenu que vous produisez pour votre direction, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour l'audience. On va vraiment se poser la question de qu'est-ce qui va intéresser mon audience, que vais-je mettre en place par rapport à ça, quelles sont les thématiques, les formats qui vont les intéresser. Et là, la connaissance de ce qu'on appelle le persona, soit la cible, ce qu'il en demande, va être très importante. Parce que si vous voulez faire des épisodes, admettons, je suis la cible, si vous voulez faire des épisodiques content marketing et vous mettez pour ça en ligne des vidéos sur Facebook, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai perdu mes mots de passe. Voilà, parce que je fais partie des gens qui ne vont pas tant que ça sur Facebook. Mais c'est un point qui est important. Donc, bien connaître son persona, bien connaître sa cible, aller vraiment vers son audience, c'est ça qui fait la différence. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle de l'épisodique content marketing accidentel. Parce que quand on fait de l'épisodique content marketing, il y a une idée de programmation. Vous programmez des épisodes dans un certain sens, dans un certain vous utilisez un certain déroulé. C'est vraiment scénaristique. Vous dites, OK, je veux parler de telle chose dans tel ordre, etc. Je vais revenir à une slide précédente parce que ça va être intéressant. Alors, j'ai des slides, elles ont changé d'ordre. Excusez-moi pour ce couac. Donc, vous avez des accidentels. Donc, parmi les choses qu'on peut considérer comme accidentelles, mais pas tant, je voulais vous montrer l'effet de répétition. Vous connaissez le comique de répétition? Alors, moi, c'est un genre de comique auquel je ne suis pas très réceptive, parce que je trouve ça très lourd. Mais le comique de répétition, c'est l'idée que quand quelque chose se répète, alors ça devient drôle. Ici, quand quelque chose est en série, ce qui crée la série, c'est l'aspect répétition. Oui, on fait des épisodes, mais finalement, ce sont sur des formats qui sont relativement semblables, qui se déclinent. Ici, c'est un exemple qui est assez connu, qui a été assez connu quand Burger King est revenu sur le territoire français, après quelques années sans Whopper en France. Et le lancement des nouveaux points de vente a suscité de l'intérêt parce que les personnes ici, l'audience qui était les gens sur Twitter, soit une catégorie finalement de millennials, on va dire, de gens qui ont connu à un moment donné Burger King, qui ont une nostalgie au niveau générationnel de Burger King, on a attiré directement leur attention avec de l'affichage. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une série parce que c'était répété. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on a fait de l'attraction d'un trafic web vers un point de vente pour repérer des points de vente physiques. Donc, c'est typiquement du web to store. Et là, pour moi, même si ce n'est pas forcément pensé comme étant de l'épisodique content marketing au sens de création de contenu en série planifié, l'effet de répétition crée finalement ce phénomène. Vous avez aussi la web série. La web série, c'est un phénomène qu'on a vu naître dans les années 2000 avec plus ou moins de succès.
Et le brand content peut encourager à créer des séries. Donc là, c'est un exemple assez phare où Nike, la marque d'équipement sportif, a créé une série qui s'appelle Margot versus Lily et qui est vraiment tournée en direction de son audience. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du contenu qui est assumé, au sens où là, on a vraiment créé du contenu, on a créé une vraie série télé. Ils ont dit, on va décider de créer une série, on va mettre les moyens de créer une série, on va engager des vrais acteurs, on va avoir des vrais moyens de production, on va avoir des vrais scénaristes, etc. Et c'est assumé. L'idée, c'est que créer du contenu pour une marque, créer du contenu pour une marque, créer du contenu de façon épisodique, ce n'est pas créer de la publicité. Si vous créez de la publicité, ça ne fonctionnera pas parce que on va se rendre compte que c'est pour amener vers de l'achat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que vous vendez là, ce n'est pas votre produit. Ce que vous vendez, c'est le contenu lui-même qui est finalement porté par vous et ça va créer de la notoriété, de la valeur au sein d'une structure. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est notamment pour des marques qui veulent créer de la valeur en interne, c'est de dire que le content marketing va créer de la valeur aussi. Ce sont aussi des biens immatériels, au sens où ça va participer à la valeur de l'entreprise elle-même. Ça reste des contenus qui sont les vôtres, qui vous appartiennent, dont vous êtes maître, au sens où c'est une communication que vous maîtrisez, et donc vous êtes en mesure de valoriser ça aussi financièrement a posteriori. C'est la raison pour laquelle un contenu fait pour de l'épisodic content marketing, ce n'est pas un contenu de seconde zone. Ce n'est surtout pas un contenu où vous n'êtes pas appliqué. L'épisodic content marketing, le brand content, c'est du contenu sur lequel vous vous appliquez. Si vous ne l'appréciez pas vous-même, si vous-même vous ne le trouvez pas cool, si vous-même vous n'êtes pas super content, ça ne fonctionnera pas. Il y a un côté où si vous créez du contenu pour votre audience, il faut aussi respecter son audience et faire quelque chose qu'on sait, ou en tout cas, on va faire en sorte que ça lui plaise. Je reviens sur mes slides épisodiques content marketing accidentel. Par exemple, lors du dernier Tour de France, en 2021, oui c'est ça, parce qu'on est en 2022, il y a l'équipe sportive IF Education First qui a lancé une opération avec Lachlan Morton qui s'appelait le Halt Tour. Le Halt Tour, le concept était de dire de lancer Lachlan Morton tout seul en solitaire pour faire les 5000 et plus kilomètres du Tour de France en solitaire, sans assistance à côté du Tour de France. Et il y avait une interface où vous pouviez suivre son déroulement, ses aventures. Tous les contenus étaient déclinés sur différents formats. C'est vraiment de l'épisodic content marketing avec des vidéos qui ont été produites, des photos produites, des publications en ligne, etc. Donc, il y avait vraiment une notion d'épisode pour suivre les aventures de Lachlan Morton. Ce qui a été intéressant dans l'aspect accidentel, c'est que ça a fusionné avec un autre phénomène du Tour de France où il y a un cycliste, je crois que c'est Guillaume Martin, je ne sais plus, de l'équipe Cofidis, où il y a une légende, vous avez peut-être déjà vu ce mème où Kenny Reeves n'aurait jamais vieilli. Il y a un peu cette même légende avec avec un des membres de l'équipe Cofidis de l'an dernier. Et donc, il a commencé à avoir une rumeur qui a circulé comme quoi en réalité, Lachlan Morton était un chasseur de vampires pour chasser l'équipe Cofidis et afin de les rattraper pour planter des pieux dans leur cœur. Donc c'était un petit peu comique et ça a créé finalement une série de contenus parallèles. Alors déjà que le Halt Tour était un contenu parallèle au Tour de France et en plus de ça, vous aviez une autre série de contenus, c'était Incept série. Incept Content, si vous voulez, je ne sais pas comment vous voulez prononcer ça, c'est à vous de voir. Mais finalement, c'est là où on se rend compte qu'il faut saisir chacune des occasions pour créer quelque chose de nouveau
qui nous plaisent et qui est intéressant. Là, ce qui est intéressant avec le Halte Tour, c'est que finalement, ils ont juste, entre guillemets, juste envoyé quelqu'un faire le Tour de France, ce qui est déjà un sujet, tout seul. L'idée, c'était de voir le pari qui allait arriver en premier. Spoiler alerte, c'est la Claire Morton qui arrive en premier. Et surtout, il y a vraiment cette idée de création assumée. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir la landing page de cette opération parce qu'elle est vraiment très intéressante et très bien faite d'un point de vue marketing. Le but derrière ça était lequel? Était non seulement d'attirer l'attention vers l'équipe Education First, mais aussi tous les équipementiers, tous les sponsors de l'équipe ont joué le jeu en produisant eux-mêmes leurs propres contenus qui sont archivés. Et il y a aussi le poisson d'avril. Ce n'est pas parce qu'un événement a lieu une fois par an, un marronnier a lieu une fois par an, qu'il ne faut pas s'y attacher. Ça a eu lieu une fois par an, mais c'est important quand même. Ici, il y a encore l'an dernier, l'équipe Salomon, l'équipementier Salomon d'équipement sportif, a créé une chaussure de trail pour chiens. Voilà. Mais c'était tellement crédible, tellement bien fait que honnêtement, j'ai failli en acheter moi-même pour mon chien. Et j'étais extrêmement déçue que ce ne soit pas un véritable produit. Je suis désolée pour les coussinets de nos amis à quatre pattes, mais ce produit n'existe pas. Pourtant, il a fait l'objet d'un véritable travail de teasing. Et finalement, je suis en attente. J'aimerais bien que Salomon fasse autre chose. Même si c'est grillé, même si je sais que ça va être du fake en avril prochain, j'ai envie que Salomon produise un autre produit aussi fun. Je suis en attente de ça et ça valorise l'image de marque. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi valorisé l'expertise Salomon de créer de très bonnes chaussures. À mon avis, ils ont fait appel à des vrais designers, à des vrais ingénieurs pour créer ce concept de chaussures pour chiens, de chaussures canines. Et ce n'est pas fait à la va-vite, ce n'est pas un contenu de seconde zone. Ça aurait pu être un vrai produit. À mon avis, c'est beaucoup trop cher à produire, mais ça aurait pu être quelque chose de vrai. Voilà. Donc, si jamais vous avez des idées comme ça de produits vraiment intéressants, faites-le rien que pour l'amour de l'art, en fait. Et cette idée de marronnier, dans les séries télé, par exemple, vu qu'on parle d'épisodes, c'est notamment extrêmement prégnant dans la série Doctor Who, qui existe depuis des générations, où l'épisode de Noël, justement, est devenu un moment charnière dans la série et qui est attendu. Non seulement il y a l'événement de l'épisode suivant, mais tous les Noëls, c'est un épisode qui est encore plus attendu. C'est une bonne transition pour les séries télé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la transition. Acte 3, exploiter les gimmicks des séries télé. Là, ce que je vous propose, finalement, là, on a parlé de ce qui pouvait être fait avec des moyens de production qui sont faits exprès, qui sont mis en place dans une stratégie d'épisodic content marketing. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre des mécaniques de séries télé pour les appliquer à ce que vous faites au quotidien, éventuellement pour que ce soit un peu plus accessible. Donc, par exemple, segmenter son contenu en épisodes, c'est intéressant. Si vous avez une thématique précise, vous pouvez la segmenter en épisodes et faire jouer sur la temporalité. Mettre en place le rendez-vous, décider d'une temporalité, journalier, hebdomadaire, mensuel, bimensuel, etc. Et ça devient le rendez-vous de votre audience, mais aussi votre rendez-vous parce que ça vous force à vous mettre dans un rythme de production. Des contenus aussi dont on reconnaît la structure. Donc, le feuilleton, le système du feuilleton, c'est le fait qu'on ait des épisodes qui sont toujours les mêmes. Il y a toujours qui est le meurtrier, quels sont les indices, qui est le traître, quelles sont les petites choses que je dois regarder qui vont me permettre éventuellement de deviner la fin avant que la fin arrive. Et cet aspect répétition est très important parce qu'il faut créer de la familiarité. On crée que les gens sont en attente de ce qui va arriver.
mais finalement, c'est que va-t-il arriver dans la suite de l'histoire. Mais c'est le format qui plaît, c'est le fait que, par exemple, ce soit un épisode court qui est compact et qui va droit au but qui plaît. C'est le fait que ce soit des vidéos longues de 50 minutes qui plaît. Donc voilà, créer de la familiarité, créer des habitudes auprès des gens, créer du feuilleton. Et c'est là que vous allez faire en sorte que les gens reviennent. Vous avez aussi le cliffhanger. Le cliffhanger qui consiste à mettre en haleine à la fin d'un épisode. Cliffhanger, c'est littéralement être au bord de la falaise, avoir son bras accroché à la falaise et se demander que va-t-il se passer à la fin, va-t-il tomber, ne va-t-il pas tomber, va-t-il être attrapé, y aura-t-il une branche à la fin, y aura-t-il une plateforme qui va lui sauver la vie, va-t-il y avoir une rivière où en fait il va couler, est-ce qu'il y a des crocodiles en bas. Voilà, donc le cliffhanger, c'est ça, c'est créer l'attente vraiment de façon très forte à la fin. Ça peut être une stratégie de teasing, mettre en place des rendez-vous, relancer les gens pour qu'ils soient attentifs, créer de l'attention. Mais c'est aussi, rappelez-vous, la principale stratégie des campagnes de crowdfunding. Finalement, ce que font les campagnes de crowdfunding, c'est de vendre une promesse d'un produit qui devrait exister, d'un service ou d'un produit qui devrait exister, qui n'existe pas encore, et de créer du teasing comme ça en créant des contenus progressivement pour encourager les gens à faire un don, faire une participation, faire une contribution. Et le crowdfunding se base sur cet aspect épisodique de j'envoie vers une promesse et je crée des épisodes et finalement j'aimerais savoir à la fin quel sera le vrai produit que je vais recevoir chez moi. Vous avez aussi le crossover, comme l'événement auquel vous participez aujourd'hui, qui est où les gens qui verront en replay. Mais le crossover, le système du crossover, c'est de croiser la notoriété de différents types de contenus. Par exemple, 2 séries qui vont fusionner dans des échanges d'épisodes. Voilà. Il y a eu ça, par exemple, et l'idée, c'est que non seulement c'est croisé, mais en plus, on reconnaît le fait que c'est croisé. Ce ne sont pas juste des histoires mélangées. Il y a un excellent exemple comme ça dans la série Les Experts, que vous connaissez peut-être. La série Les Experts, où finalement, les experts, si vous avez peut-être regardé Les Experts Miami, etc., vous remarquerez que la couleur, l'étalonnage de l'image est toujours différent. Et dans la série Les Experts, quand ils ont fait un crossover, ce qu'ils ont fait, justement, c'est de faire en sorte que les personnages de chaque série, quand ils étaient présentés, ils avaient leur propre couleur. Par exemple, admettons, si j'ai quelqu'un qui rentre dans cette pièce, là, vous avez une couleur particulière. Si j'ai quelqu'un qui rentre dans cette pièce et que sa couleur, c'est d'avoir une tonalité bleue sur les images, d'un coup, en fait, l'image deviendrait bleue et on reconnaîtrait l'autre série. Donc, c'est quelque chose de très assumé, c'est un échange de notoriété assumé, qui est surtout qualitatif et fait pour le public. Attention à ne pas forcément tomber dans le fan service, parce que c'est pas forcément ce qu'on veut, sauf si vous voulez faire du clin d'œil, mais c'est toujours pareil, c'est la façon de jauger les choses. Et enfin, c'est être très, très, très réactif. Être très réactif, c'est important et il faut toujours avoir une marge de manœuvre dans ses plannings, même si vous avez programmé des choses. Là, je vous ai mis un exemple qui est très orienté B2B pour la forme, pour vous montrer que oui, c'est accessible aussi à du B2B, aussi à du juridique. Très récemment, si vous avez des stagiaires dans votre structure, sachez que la loi concernant les droits de propriété intellectuelle au niveau des stagiaires a changé. Donc, tenez-vous au courant. Mais vraiment, il faut vraiment avoir cette marge de manœuvre. Et c'est même possible dans les cas des très grosses productions. J'en veux pour preuve, pour exemple, X-Files, que vous devez connaître. J'espère que pour vous tous que vous connaissez X-Files. Si vous voulez, je peux aussi parler de Plus belle la vie. Voilà. Mais X-Files, en fait, quand il y a eu dans les années 90 le premier clonage de moutons, voilà, dans les semaines à venir, X-Files a pu produire une série, a pu produire, tourner et diffuser à la télévision un épisode sur le clonage. Et c'est là que vous voyez l'aspect ou le niveau de réactivité pour son audience.
de son audience et qui permet de rebondir sur de l'actualité de façon qualitative, de façon assumée. En conclusion, je viendrai sur la conclusion. Qu'est-ce que l'épisodic content marketing? C'est du brand content à binger, comme on dit dans le jargon des séries télé. Le fait de binger, c'est de consommer en continu du contenu. Donc, c'est du contenu surtout conçu pour son audience, avec des publications qui sont étalées dans le temps, programmées, multiformes et régulières pour créer les rendez-vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Des stratégies itératives, c'est-à-dire que vous mesurez et vous recommencez. Vous mesurez et vous recommencez tout le temps. Ça, c'est du pur SEO. Ça peut être compatible, des stratégies comme ça peuvent être compatibles avec du SEO parce que ce n'est pas parce que vous produisez du contenu pour une audience ou d'une quelconque façon. Ça ne doit pas être SEO friendly, voilà, parce qu'on va miser aussi sur la longévité des contenus. Créer le suspense. Créer un suspense, il y a deux façons de le faire. Soit vous faites des cliffhangers et vous créez le mystère à la fin, mais il y a aussi le simple fait de faire du contenu dont vous êtes satisfait, dont vous-même vous êtes en attente. Vous-même, vous devez être enthousiaste pour ce type de contenu, parce que si vous n'y croyez pas, les gens n'y croiront pas. Être super content de ces productions, voilà, ça va totalement dans le sens de ce que je viens de dire, et surtout des contenus premium qui sont créateurs de valeur. Ce sont des contenus qui ne sont pas des publicités, ce sont des contenus sur lesquels vous allez miser sur le long terme, ce sont des contenus dont vous êtes fiers, et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, merci à toi, Sipai Wong, pour cette présentation de l'épisodic Content Marketing. Pour ma part, je t'avouerai, je découvre totalement, en tout cas, ce terme. Et puis, au final, on se rend compte que potentiellement, on en fait déjà sans vraiment le savoir. Ouais, alors on en fait déjà sans vraiment le savoir. Et j'ai vu une question sur Plus belle la vie. Et c'est très intéressant, Plus belle la vie, parce que, alors feu, Plus belle la vie, je crois que ça s'arrête, mais en fait, l'épisodic content marketing, il y a aussi un aspect où on mise sur le long terme. Il y a vraiment, si on met en parallèle par rapport à l'économie culturelle, en fait, vous connaissez ce phénomène des peintres, etc., des auteurs qui sont connus après leur mort. Et voilà. Et en fait, c'est là où on va miser sur le long terme, parce que Plus belle la vie, ok, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais Plus belle la vie, c'est quand même une des séries qui a eu la meilleure longévité, une des meilleures longévités de la production franco-française. Et rien que pour ça, on lui doit beaucoup. C'est sûr. Et en effet, j'ai cru entendre que ça s'arrêtait. Ouais, je suis triste. Je n'ai pas jamais vu d'épisode. Mais ça peut revenir, hein. Hélène et les garçons. Ils peuvent faire un spin-off. Hélène et les garçons, c'était il y a toujours une chaîne. terminé, Non, mais ça ne s'est jamais arrêté, Hélène et les garçons. Ah bon. Il y a des spin-offs en continu. Il y a des séries en continu par AB Productions. Allez voir. Hélène existe toujours. Elle est toujours là. Tout à fait. Alors, je te propose, on va regarder ensemble les questions, les ordonnances par vote. Donc là, on a une question de Guillaume qui nous dit, pour l'instant, vous parlez de mécanique autour de l'épisodic content marketing, mais comment combiner justement cette tactique avec une stratégie et une approche un peu plus SEO, donc j'imagine qui rapporte du trafic SEO. Le support. Le contenu, finalement, c'est le fond, mais toujours s'attacher à la forme. Ce n'est pas parce qu'on fait du content marketing, du brand content, qu'on ne doit pas s'occuper de la technique. La technique, ce n'est pas une option dans tout ce que vous produisez sur le web. Ce que je dis régulièrement à nos clients, c'est que produire du contenu sur des plateformes, avec des technologies qui ne sont pas SEO friendly, ça ne devrait pas exister. Donc, si vous faites des vidéos, posez-vous la question, est-ce que je dois les mettre sur YouTube pour optimiser mes temps de chargement de mon propre site? Est-ce que je veux au contraire qu'elles soient sur mon site pour en être propriétaire ad vitam aeternam, voilà. Qu'est-ce que je veux maîtriser par rapport à ça? Les technologies, le temps de chargement typiquement. Si vous faites des landing pages spécifiques, pour ça, optimisez vos landing pages. Si vous faites de la data vise, que ce soit de la data vise avec du texte qui est lisible pour les robots, et donc finalement,
En fait, ce qu'il faut ne pas faire, c'est ne pas faire de flash. C'est de faire du contenu qui ne soit pas viable et qui ne soit pas pérenne. Si vous faites du contenu qui n'est pas SEO-friendly, qui ne soit pas pérenne, finalement, est-ce qu'on a fait notre travail de content marketing? Est-ce qu'on a fait notre travail de produire du contenu qui nous rapporte s'il est éphémère? Et ben, c'est vrai que du coup, avec ce côté un peu épisodique, on peut se poser la question de est-ce que c'est quelque chose, un contenu qui est quand même evergreen, ou est-ce que c'est un contenu éphémère? Bah, faut l'archiver, il faut Mm. miser dessus à fond. Faut miser dessus à fond parce que si c'était pas le cas, il n'y aura pas de replay de SEO Square. Et typiquement, les séries télé produites par exemple par Netflix, même après leur première diffusion, elles sont toujours accessibles. Et c'est ça qui marche. C'est de donner, et c'est ce qui marche avec le podcast, hein, en fait, c'est que vous donnez aussi le choix du moment de consommation. Même si ça sort à certains moments, même si vous créez le rendez-vous. Tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être pour donner un exemple, en tout cas à notre niveau côté SMJ, on fait 1 ou 2 webinars par mois, donc de manière récurrente depuis plusieurs années maintenant. Et le webinar, c'est vrai qu'il y a un peu une notion où on consomme à un instant T et ça crée un rendez-vous. Par contre, après, c'est mis sur YouTube. Le webinar est retranscrit sous un article de blog pour que justement l'article de blog se positionne sur des mots-clés, etc. Donc, après, vous ne feriez pas du content marketing, vous? Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Ça va, de temps en temps. De temps en temps, un petit peu. Mais voilà, il y a aussi peut-être la déclinaison qui peut aider, donc de réutiliser en effet et s'appliquer, quoi. Si c'est sur Internet, ça doit être optimisé. Sinon, ça sert à rien. Enfin, voilà. Et du coup, on enchaîne avec une question de Nadège qui peut indirectement s'en rapprocher. C'est comment on peut décliner justement cette stratégie, mais en B2B? Ah, en B2B. Ça, c'est le vrai défi. Le B2B, c'est le vrai défi. La stratégie du B2B, par exemple, quand vous faites des livres blancs, c'est de la production de contenu qui est orienté B2B. Et pourtant, c'est intéressant. En fait, finalement, c'est juste une très bonne connaissance de sa cible et de son persona. Et c'est là, en fait, c'est de se poser la question de ma cible, que veut-elle comme contenu? Qu'est-ce qui va l'intéresser et qu'est-ce qui va faire que je vais créer de la valeur pour ma marque? En fait, même pas pour la marque, qu'est-ce qui va faire? Je vais créer de la valeur pour mon entreprise et qui va faire que les gens reviennent. Et B2B ou B2C, pour moi, c'est un faux problème. C'est juste qu'on a peut-être plus l'habitude de voir ce genre de contenu ou de stratégie pour du B2C parce qu'il y a une logique de conso où finalement, on a l'impression que c'est plus facile parce que c'est des produits pour tout le monde. Le B2B, ça reste des produits, ça reste des services. La seule chose, c'est que peut-être que les échelles de diffusion, les canaux de diffusion vont être un peu différents. Et un exemple simple, si par exemple vous faites justement sur la croisée entre SEO et épisodic content marketing, si vous faites des vidéos ou des micro-podcasts ou ce genre de choses parce que vous faites la tournée des salons B2B dans votre secteur d'activité, eh bien lancez une landing page où vous avez le résumé de tout ça en archive et surtout assumez votre stratégie, inscrivez vos présences sur les agendas locaux, faites savoir à chaque entité locale que vous êtes présent, etc. Allez jusqu'au bout. Super. Autre question du coup. Comment on peut appliquer l'épisodique content marketing au secteur e-commerce? Au secteur e-commerce, j'ai envie de dire que c'est peut-être le plus facile. Le secteur e-commerce est quand même un secteur qui dispose de tellement de marronniers. Alors déjà, il y a les sorties de produits, les sorties de produits, les saisonnalités, les soldes, Black Friday, tout ça. Déjà, je pense que vous n'avez pas d'excuse pour créer un rendez-vous quand vous faites du e-commerce, parce qu'il y a vraiment tellement d'opportunités naturellement. Ensuite, pour du e-commerce, c'est un peu la même réponse que pour du B2B. C'est pas le secteur pour lequel on travaille qui est intéressant là-dedans, c'est que vont demander les gens qui achètent chez vous. Si vous vendez des pièces mécaniques de vélo, dans ce cas-là, faites un épisode par semaine sur les astuces entretien de la pièce. J'en sais rien. Mais soyez créatifs, en fait. Posez-vous, demandez-vous de ce que veulent vraiment vos clients.
Et c'est ça le véritable secret pour moi. Super, top. Je vais vous partager d'ailleurs un calendrier marronnier SEO dans le chat dans quelques secondes. Ensuite, on a une question. Ah, alors là, c'est plus... on rentre dans la technique, c'est comment on crée du suspense sur n'importe quel domaine d'activité. Du suspense sur n'importe quel domaine d'activité. Bah, là, c'est une question très compliquée. C'est comment vous faites une bonne blague. Comment faisons-nous une bonne blague? Créer du suspense et créer de l'attente. Le suspense, c'est une question de rythme, en fait, pour moi. C'est le fait de créer... il faut que ça soit rythmé et il faut qu'il y ait quelque chose qui doit venir après. Vous ne créez pas du suspense si vous ne créez pas d'attente. On ne peut pas créer du suspense s'il n'y a pas une promesse derrière. La promesse peut être l'épisode suivant, peut être la sortie d'un produit, peut être le fait d'un prochain événement. C'est ça le suspense. Le suspense, c'est là créer l'attente. Si vous n'avez rien à promettre, vous ne créez pas de suspense. Par exemple, qu'est-ce que je vais avoir à Noël? Ça, c'est du suspense. Un suspense qui sera Qu'est-ce qu'on aura à l'apéro ce soir? C'est du suspense. Ah, voilà, au cocktail. Quelles vont être les questions, quels vont être les lots à gagner, les questions suspense. Et suspense. Qui va gagner surtout? Ça, voilà, la promesse. Voilà. Là, on a créé du suspense en 40 secondes sur SEO Square. Super. Excellent. Ensuite, on a une question d'Alexis. Mettre des contenus sur plusieurs supports réseaux, alors je crois que c'était peut-être sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne crée pas des risques de duplicate content? Je crois que c'était à un moment donné, plutôt en début de conférence. Le duplicate content, c'est vrai que c'est un sujet technique. Déjà, essayer de ne pas en faire volontairement, c'est déjà un point. Il y a aussi du duplicate content. Aussi, il y a la duplicate d'opération. J'ai un souvenir comme ça professionnel où on avait fait un mini-site pour le Festival de Cannes avec des épisodes. On avait envoyé quelqu'un sur place, etc., pour faire des épisodes sur le Festival de Cannes et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un autre service à côté qui a fait son propre site sur le Festival de Cannes. Et là, en fait, déjà, dans la propre boîte, la duplication du même projet, c'était déjà compliqué. En plus, voilà, niveau de créativité, on était un peu fâchés, quoi. Mais la question du duplicate content, c'est un peu une fausse question parce que si vous déclinez en différents médias, normalement, vous avez adapté le contenu selon le média, d'une part. Et ensuite, il faut se rappeler qu'en théorie, les robots ne lisent pas les images, les vidéos. En fait, le robot ne lit le texte. Donc, attachez-vous à ça. Et surtout, faites bien les déclinaisons, faites bien la personnalisation par canal de diffusion. Et là, normalement, vous n'aurez pas de duplicate content. Et le duplicate content, même, c'est quelque chose de très relatif parce que y a des choses que le robot aura tendance à mettre de côté, normalement. Par exemple, des choses qui sont liées à du réglementaire. Si vous diffusez partout le teasing d'un nouveau produit cosmétique que vous allez commercialiser bientôt, en fait, la liste des ingrédients qui sont réglementaires, ça ne sera pas du duplicate. Vous êtes obligé de le mettre partout. Et puis, si c'est banal, ça ne le sera pas forcément. Mais oui, normalement, la déclinaison doit faire que vous n'en avez pas. Et puis, le duplicate, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est vraiment quand c'est la même chose, normalement, à peu près. Et il faut faire la différence aussi avec le plagiat. Parce que si vous pouvez vous auto-plagier sans que ça génère pour le robot du duplicate, d'un point de vue algorithmique, mécanique. Mais vous pouvez vous auto-plagier quand même. Vous pouvez quand même copier quelqu'un sans créer du duplicate. Mais ne plagiez pas, c'est mal. C'est pas intéressant, quoi. Vous n'êtes pas content à la fin. Alors ensuite, on va avoir une question. Est-ce que l'épisodic content marketing peut être utilisé pour une marque jeune ou est-ce qu'au final, on doit déjà avoir une certaine audience? Je l'encouragerais même pour une marque jeune, en fait. Je l'encouragerais même pour une marque jeune. Je l'encouragerais même pour des types start-up, par exemple, parce que le travail de ces marques jeunes, ça va être déjà
de créer de l'attente, de se faire connaître. Souvent, ce sont des entreprises ou des structures qui n'ont pas encore tous leurs produits à disposition, tous leurs services à disposition, qui vont venir progressivement sur le marché. Donc, plus tôt vous créez l'attente, plus tôt vous créez de la valeur au sein de votre structure, plus on viendra naturellement vers vous. Donc, plus la marque est jeune, plus je l'encouragerai justement. À la limite, le faire pour des grands comptes qui ont beaucoup de moyens de production, c'est facile. Et le vrai défi, c'est justement de le faire pour des marques jeunes. Justement, sur des startups, ce qui est intéressant, c'est de réussir à créer de l'intérêt, notamment côté SEO, pour des choses qui n'ont pas de mots-clés. Comment on fait? Donc, c'est du teasing en continu, quoi. C'est de l'évangélisation, de l'éducation de son public en continu. Et le marketing, le content marketing, ça fait partie des armes pour ça. Super. Alors après, on va partir sur une question autour du 1er avril. Et la fameuse chaussure pour chien de Salomon que tu nous avais présentée. Ouais. Elle n'existe pas, hein, je vous rappelle. Hélas. Hélas. Mais bon, c'est peut-être en mode proof of concept. Hein. Peut-être qu'ils vont la faire un jour. Peut-être. Hein. Et donc, la question de Jennifer, au final, c'est OK, super idée, la chaussure pour chien. Mais nous, en tant qu'agence web, comment exposer de tels concepts sans pouvoir évoquer un véritable ROI? Mais en fait, le ROI, c'est que mesurez-vous en fait? Le ROI, c'est retour sur investissement. Donc, pour moi, même en fait, tout notre travail, ce qui est intéressant avec le SEO, ce qui est traître aussi, c'est qu'on ne vend que de la promesse. On fait plein de trucs, mais on ne sait pas si ça va tout à fait marcher et tout, donc c'est déjà compliqué à la base. Mais en tout cas, on ne peut pas le garantir à 100%. Mais en fait, le ROI, c'est déjà se demander pourquoi on le fait vraiment. Si vous faites du brand content pour faire acheter des produits dans les 3 jours à venir, peut-être que ça ne marchera pas. En fait, c'est vraiment mesurer votre vrai objectif et assumer-les. Et c'est là encore la différence qu'on avait évoquée en plénière entre la communication et le marketing. C'est de vous dire, est-ce que là, vous générez de la valeur, vous générez de l'acquisition, de la transformation. Et derrière l'épisodique content marketing, derrière le content marketing en général, il ne faut pas sous-estimer la valeur que vous donnez à une entreprise elle-même. Et pas juste d'un point de vue vente. Il faut se rappeler que c'est de la valeur que vous créez et que vous gardez au sein de vos entreprises, contrairement à de la publicité. Et la publicité, il y a un aspect éphémère où en fait la campagne, elle est lancée, on l'arrête, elle est finie. La seule manière éventuellement de faire en sorte de rentabiliser encore le truc, c'est de mettre sur culture pub. Et encore, moi j'ai vraiment des exemples. Années 90, je suis désolée. mais autrement, c'est pour avoir du ROI, il faut connaître son objectif et ne pas mentir sur ses objectifs. Si vous faites du brand content, assumez que c'est pour votre marque, pour la création de la valeur de marque et pour créer de l'attention. Si vous faites du contenu acquisition avec des landing page acquisition, assumez que c'est pour ça. Et vraiment, définissez un objectif pour chaque action et mesurez bien cette action-là. Mais sinon, ne vous créez pas en fait de frustration de vous dire qu'on va faire une série télé pour vendre plus de chaussures. Est-ce vrai? En fait, non. Vous ne créez pas une série télé pour vendre plus de chaussures. Vous créez une série télé pour valoriser votre marque, pour créer du bien immatériel au sein de votre entreprise, pour valoriser la marque, pour créer de la longévité, pour fidéliser, pour créer de l'attente, pour que les gens ils soient attentifs aux sorties de nouvelles collections. Mais ça ne va pas forcément augmenter vos ventes de chaussures dans les 4 heures à venir. Oui, donc le sujet, ça sera de trouver du coup la bonne approche. Si vraiment l'objectif, c'est de vendre des chaussures. Et ça, c'est dans la stratégie. Peut-être que si votre objectif, il est ROI au sens de vendre tout de suite, c'est pas ça que vous devez faire. Voilà. Peut-être il faut mieux aller sur les marchés et dire je vends des chaussures. Voilà. On enverra l'astuce à Salomon. Avoir des problèmes. Alors ensuite, on a une question de Frédéric. En termes de nombre d'épisodes, combien d'épisodes justement faut-il entre guillemets par série de contenu? Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semaine? Est-ce qu'il y a justement des conseils là-dessus?
Le vrai conseil, c'est de faire la fréquence à laquelle vous pouvez vous tenir. Déjà, ça, c'est une vraie question de ressources. Si vous dites je veux faire un par semaine, que vous annoncez que vous voulez faire le truc un par semaine, que vous en avez un par mois, non. Il vaut peut-être mieux dire on va en faire régulièrement, ne pas vous engager et laisser les gens attendre et ils seront heureux, plutôt que de faire une promesse. Déjà, la fréquence, c'est celle que vous pouvez tenir en termes de ressources. Premier point. Et aussi, d'un point de vue, et prenez en compte vos ressources humaines, budgétaires, de diffusion, qui mettra à jour la landing page. Faites vraiment un diagramme de toutes les tâches qui sont attachées à ça. Et ensuite, même les séries télé, elles ont changé par rapport à ce point de vue, parce qu'il y a un moment, par exemple, typiquement les feuilletons qui font des épisodes de 30 minutes avec des saisons de 300 épisodes, comme Friends. Ce qui a été une très grosse mode d'avoir des séries comme ça avec beaucoup, beaucoup d'épisodes parce que c'était pour être diffusé tous les jours à la télévision. Et à côté de ça, vous avez des séries type série de la BBC aujourd'hui, qui est plutôt la tendance actuelle, d'avoir des épisodes de 60-90 minutes, mais d'avoir 9 épisodes par saison. Donc, la stratégie est différente. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous faites des contenus courts, peu consommateurs en ressources, vous pouvez vous autoriser d'avoir une fréquence plus forte, peut-être un peu plus véloce. Mais si vous voulez faire des contenus en mode dossier, très, très, très chiadé, vous étalez parce que sinon, vous n'allez pas tenir le rythme. Et engagez-vous, donnez-vous un objectif de dire j'en veux 4 cette année ou j'en veux, voilà, sinon ça ne marchera pas. C'est comme la piscine, encore une fois. Je mets la pression toute seule comme à la piscine. Alors après, on va avoir une question un peu de challenge parce qu'on va prendre un cas concret pour Marilyn. Allez, il faut savoir se challenger un petit peu. Je vais dire non. Non. Joker. Est-ce que tu as des astuces, notamment pour tout ce qui est formule par abonnement et par exemple, pour une box de guitaristes, donc là, j'imagine peut-être que pour une audience de guitaristes, on envoie une box chaque mois, par exemple. Une box de quoi? Bon, je sais pas. Okay. Marilyn, dans le chat, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous envoyez à vos guitaristes. Est-ce que c'est une nouvelle guitare par mois je sais pas. Une nouvelle guitare par mois, gros budget. Hein. Ah bah, il faut ce qu'il faut de nos jours. Et donc, elle dit, je pense que le potentiel est bien là, mais je prendrais bien un ou deux conseils. Voilà, ça serait quoi des épisodes content marketing pour cette box de guitaristes? Une box de guitaristes. Alors, que veulent les guitaristes? Alors, on a le contenu des box. Marine vient de répondre dans le chat. Ah oui, des cordes, des produits d'entretien, des médiators. Voilà. Je réfléchis, hein. Donnez-moi 40 secondes. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Là. On me l'a déjà fait celle-là. C'est bon. Moi, je dis ça aussi à la pharmacie. Je veux une crème, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Et donc, la box de guitaristes, moi, je dirais, posez-vous la question de que veulent les guitaristes en contenu, en content marketing. Quels sont les types de guitaristes? Est-ce que ce sont des guitaristes classiques? Est-ce que ce sont des guitaristes folk? Vous n'allez pas leur servir le même type de contenu. Et quel est leur niveau? Parce que là, si c'est des cartes, si c'est des cordes et des produits d'entretien, donc a priori, ce sont des guitaristes relativement réguliers. Parce que moi, j'ai fait de la guitare, j'ai jamais changé une seule corde, par exemple. Je vous laisse juger de mon niveau. Et relativement réguliers, donc est-ce que vous pouvez leur transmettre pour moi, j'irais peut-être éventuellement du côté de la masterclass. Trouver des bons guitaristes, un peu, pas forcément connus, mais reconnus, genre qui ont une expérience spéciale, et décliner l'expérience. Par exemple, de dire des guitaristes qui auraient une vision un peu spécifique par rapport à leur activité. Par exemple, je suis guitariste qui joue en orchestre. Je suis guitariste qui joue toujours seul. Je suis un guitariste qui donne des cours, comment transmettre ce que je fais à des gens. Voilà, donc décliner un peu
Moi, j'irais vers la masterclass parce que dans le domaine musical, il me semble que c'est un truc assez intéressant et vraiment ce côté transmission de connaissances de gens qui ont quelque chose à apporter de très spécifique parce que finalement, les gens qui vont acheter la box guitare n'ont pas envie que vous leur appreniez à jouer de la guitare. Ils le font certainement déjà ou ils ont déjà certainement leur propre cours. Et en revanche, vous pouvez éventuellement miser sur l'aspect pro-type, quoi, en fait. C'est ça, l'aspect pro-type, mentoring, masterclass. En fait, je me dirais que inspirez-vous directement des événements qui sont mis en place à destination des musiciens. Regardez, par exemple, la programmation des salles de concert. Regardez au niveau de tout ce qui est ateliers à destination du public. Regardez les ateliers, les conférences, les films faits par la Philharmonie de Paris, la Gaîté Lyrique, ce genre de choses. Inspirez-vous-en et ça vous donnera beaucoup, beaucoup d'idées. Voilà, j'espère que ça a été. J'ai tout donné là. Super. Bravo Sipai Wong pour avoir relevé le challenge. Gratuit. Voilà. Marilyn, vous nous enverrez l'email de votre ami entrepreneur, on enverra la facture. Ensuite, j'enverrai une facture. Voilà. Et puis, un grand merci à toi, Sipai Wong. Merci à vous. Juste pour vous annoncer, du coup, la prochaine conférence qui démarre dans 7 minutes top chrono. C'est… Alors, attendez, je me suis perdu dans mon propre programme. Ah oui, à 10h30, rendez-vous pour une conférence sur le SEO multilingue. Ça, il faut savoir qu'en SEO, basculer sur la partie internationale multilingue, c'est souvent un grand cap. Et donc là, nous aurons 2 experts SEO, Charlet et Jérémy, qui vont vous partager tous leurs conseils et toute leur expérience sur ce sujet du SEO international et multilingue. Donc, je ne peux que vous recommander de participer à cette conférence. Donc, on se retrouve à 10h30. À bientôt. Au revoir. Et merci encore, Sipai Wong. Merci.